Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Odyssée, votre émission d'actualité spatiale sur les ondes de Radio GMT. On se retrouve aujourd'hui pour le 12e épisode de notre saison 4. Running gag, je sais plus où on en est, mais c'est bon, là j'ai vérifié, on est bien à l'épisode 12. Avant de commencer cette émission qui s'annonce passionnante, on va se passer notre générique. A tout de suite. On se retrouve donc pour un nouvel épisode d'Odyssée. Avec moi ce soir pour m'accompagner, le seul et l'unique Thomas. Bonsoir Thomas. Bonsoir Simon, comment vas-tu? Ça va très bien et toi, j'ai failli te poser la même question. Très contente de se retrouver donc pour une des dernières émissions de l'été, en tout cas qui sera enregistrée même avant l'été, mais pour nous avant les vacances, Je disons. pense qu'on va se prendre 2 bons mois de pause, Oui. mais du contenu assez cool qui va arriver après l'été. Donc, De toute façon, je pense que auditeurs et auditrices qui nous écoutez, vous entendrez ce contenu plus tard que au mois de juin, parce qu'on a pas mal de choses d'avance, donc ce qui est une bonne chose, mais en termes de travail de montage, ça demande du temps. Donc voilà, on va avancer petit à petit, mais avec nous ce soir, une invitée de marque, Aurélie Baker. Bonsoir Aurélie. Bonsoir, merci de m'avoir avec vous aujourd'hui. Mais j'allais te remercier, toi, d'être avec nous ce soir. On a donc déjà fait ton portrait d'espace qui est disponible sur toutes les plateformes sur la chaîne d'Odyssée. On va donc plus rentrer dans le détail plutôt des activités d'AICO aujourd'hui et aussi de ta mission au sein d'AICO et de ce que vous proposez. Mais avant ça, on va commencer comme d'habitude par une petite partie actualité. Donc des actualités qui sont récentes pour nous, peut-être un peu moins pour vous, mais qui seront tout autant intéressantes, je pense. On va parler et je vais m'abroger le droit, et je crois que c'est la deuxième fois que je fais ça d'affilée, c'est pas du tout poli, mais de commencer par mon actualité, parce que j'en avais parlé dans l'émission précédente avec Nouma Isnar, c'est vous donner des nouvelles de la mission Chang'e 6 et du petit instrument français Dorn, qui, depuis que nous nous sommes quittés sur la dernière émission, a réussi sa mission. En tout cas, pour refaire un petit peu la chronologie, cette mission a donc décollé de la campagne chinoise le 3 mai dernier, avec succès. Après, elle a fait un petit voyage de 4 à 5 jours jusqu'à l'orbite lunaire, où elle s'est insérée également avec grand succès. Et durant cette phase de croisière et d'orbite autour de la Lune, Dorn, donc, je le rappelle, c'est un instrument scientifique français développé à Toulouse, qui a été, du coup on peut le dire maintenant, le premier instrument scientifique français à se poser sur sur la Lune, et même sur la face cachée de la Lune. Donc le premier instrument, cet instrument qui s'appelle Dorn, a été allumé en orbite autour de la Lune pour tester ses différentes capacités, tester s'il était bien en condition, et aussi faire des premières analyses de radon et de polonium, qui sont deux composés chimiques radioactifs qui sont présents sur Terre, mais qui sont aussi présents sur la Lune. Et on essaie de comprendre pourquoi et comment ils se forment. Et donc faire ces premières mesures autour de l'orbite, c'était une manière de sonder un petit peu le paysage lunaire en orbite, donc quand même assez lointaine, mais l'étape cruciale qui venait après, et c'est là qu'on s'est quitté dans notre dernière émission, donc je vous donne quelques nouvelles, c'était l'atterrissage ou l'alunissage, vous le dites comme vous voulez, qui a été encore une fois une réussite. Et ça, franchement, on peut féliciter les Chinois, parce que là-dessus, on sait que c'est quelque chose de très périlleux, surtout au vu des atterrissages lunaires récents. On a vu qu'il y avait pas mal de taux d'échec. Eux se sont parfaitement posés dans le bassin antarctique Aitken, c'est-à-dire sur la face cachée de la Lune. Et c'était donc la première mission qui se posait sur cette face cachée, avec comme objectif de ramener des échantillons lunaires, environ 2 kilos, ce qu'ils ont réussi à faire. Et ces échantillons ont redécollé le 4 juin pour venir rencontrer un orbiteur, donc c'était une partie de la mission qui était restée autour de la Lune. Ils ont réussi à transférer les échantillons du module qui était sur la Lune et qui est reparti en orbite, et de ce petit satellite qui lui continuait à tourner autour de la Lune, pour les renvoyer sur Terre. On est dans la phase de renvoi vers la Terre. Les Chinois donnent assez peu d'informations, donc on sait que le transfert de roches lunaires s'est fait avec succès, et on attend un retour sur Terre environ au 25 juin, donc il est fort possible que, à l'écoute de cette émission, les échantillons soient déjà revenus. Donc je vous invite à aller checker tout ça. Mais un point qui est important aussi, c'est que notre petit instrument français, Dorn, jusqu'ici, a parfaitement mené sa mission. Il est donc resté sur le sol lunaire 48 heures avant que la
partie supérieure de l'atterrisseur reparte et donc du coup le laisse sans vie malheureusement. Il restera sur la Lune ad vitam aeternam. Mais d'après ce qu'on en sait pour l'instant, du peu d'informations qui nous est remonté des scientifiques toulousains, tout s'est parfaitement passé. Ils ont récupéré les données nécessaires, plus d'un jour, voire peut-être même 2 jours de données sur le sol lunaire, qui sont en train d'être déjà récupérées et pré-analysées, et ce qui donnera des mois, voire peut-être même des années de travail. Mais donc c'est une réussite totale, comme toutes les missions chinoises lunaires actuellement, ce qui présage de bonnes choses les concernant dans leur programme à venir. Mais je voulais vous donner un petit peu quelques updates, parce qu'on en avait parlé avec un petit peu d'impatience et en même temps de peur que l'atterrissage se passe mal. Et au final, bravo à eux. Bravo à eux, parce que c'est une grande réussite. Et voilà, je voulais vous en faire part. Est-ce que vous aviez suivi un petit peu ce sujet-là? Oui, un petit peu, forcément, tout le monde dans le secteur spatial, on en parle. Après, c'est un sujet intéressant et surtout sur le rover, en fait, qui a mené des actions sur la Lune qui utilisent forcément de l'IA. Parce que quand on est sur la face cachée de la Lune, on ne peut pas interagir, il n'y a pas des communications directes avec la Terre. Il faut passer par des satellites qui orbitent autour de la Lune. Donc, du coup, le rover a fait ses manips ou ses déplacements, ses collectes d'échantillons grâce à l'IA et en totale autonomie. Donc, ça, c'est assez cool en fait, et ça présage de plein de choses aussi sur l'utilisation de l'IA dans le spatial. Et je crois qu'ils avaient envoyé un satellite relais justement il y a quelques semaines, mois, qui avait servi peut-être même pour la mission précédente, qui permettait d'avoir, parce que comme tu le dis, c'est vrai, vu qu'on est sur la face opposée à la Terre, vis-à-vis comment nous on voit la Lune, les communications ne peuvent pas passer, et donc on doit passer par des satellites à qui on envoie l'information, qui nous le renvoie sur Terre. Donc je crois qu'ils passaient par ça, mais ils utilisent également bien sûr beaucoup d'IA comme beaucoup de secteurs du spatial aujourd'hui, on y reviendra. Mais oui, c'était une belle réussite. Et toi Thomas, du coup, qu'est-ce que tu en as su, vu ou pas? J'avais suivi justement que tout s'était passé de manière tout à fait nominale. Mais ouais, c'est vrai que moi, comme toujours, hein, dès que ça touche à la Lune, dès qu'on sort. Alors, j'aime beaucoup l'orbite terrestre, mais dès qu'on sort un peu de l'orbite terrestre, tout de suite, c'est un peu plus le fantasme, c'est un peu plus la rêverie. Et là, ouais, c'est assez cool, surtout la face cachée de la Lune. Alors bon, on n'y a pas trouvé des Transformers, c'est un peu dommage. Pour l'instant. Pour l'instant, je garde espoir que ce petit rover presque autonome se transforme en un Optimus Prime, mais ok. Mais peut-être pour de futures missions. Mais d'ailleurs, dans les technologies qui se développent et les nouvelles missions à venir, je pense que tu as peut-être quelque chose à nous dire, enfin une actualité qui porte un peu sur ça. Ouais, alors, j'imagine que vous, autour de cette table, Aurélie, Simon, vous connaissez Boeing. Oui. En ce moment, oui, pas pour les bonnes raisons, mais oui. Eh ben, Boeing, ils font pas que planter des avions, même si c'est pas une nouvelle très réjouissante, il faut Ils quand même le dire. réussissent à faire voler des avions aussi, il faut quand même le Alors, rappeler. ils réussissent aussi, Rassurez-vous. bien sûr. Mais ils ont aussi réussi à amarrer à l'ISS la capsule Starliner. Donc, c'est un petit peu la capsule concurrente à celle de SpaceX. Et donc, eh bien, ils n'ont pas fait que l'amarrer, puisqu'ils y ont aussi envoyé 2 astronautes. Sunita Williams, donc, qui est allée, je crois, 1 ou 2 fois déjà dans l'ISS, qui a été, je crois un petit fait d'armes assez sympa, c'est qu'elle a été la première marathonienne spatiale. Je crois qu'elle a couru l'équivalent du marathon de Boston, en fait, sur un tapis roulant Dans l'ISS. dans l'ISS. Incroyable. Ce Ok. qui est très très stylé. Et on a Barry Wilmore qui était avec elle, donc lui, profil militaire et astronaute, qui est, je crois, aussi allé 1 ou 2 fois dans l'ISS. Donc ça a été lancé par une fusée Atlas V de ULA. Alors le décollage s'est fait de Cap Canaveral. Ça a été quand même un petit peu compliqué. Donc déjà pour remettre en ordre, ils ont décollé le 5 juin dernier. Ça a été compliqué puisque ça a été reporté plusieurs fois. Et puis parce que même les astronautes, je crois qu'il y en a un des deux qui a déclaré on n'y croyait pas à ce décollage parce que ça a été quand même semé d'embûches et d'un petit peu de malchance. Par exemple, le 1er juin, date à laquelle devait initialement décoller cette fusée, eh bien il y a eu une désynchronisation d'une carte électronique qui a posé problème, mais l'ordinateur de contrôle a aussi annulé la tentative de décollage. Voilà, il a pris Ce qui est une plutôt certaine liberté. logique si une carte est défectueuse, Tout c'est à une fait. mesure de sécurité. Voilà, mais on ne sait pas vraiment les causes. Alors je me suis pas assez renseigné pour savoir la cause de l'un ou de l'autre du qu'est-ce, du comment. Mais donc voilà, ça a posé quelques problèmes. C'était pas le seul. Alors, à savoir que pour la petite anecdote, actuellement, il y a 9 occupants dans l'ISS. Hein, ça commence à composer une petite équipe de foot là-haut, mais c'est pas la première fois qu'il y a autant de monde. Donc ça aussi, ça permet aux États-Unis d'avoir maintenant le choix de 2 capsules habitables, ce qui n'est pas rien. Tant au niveau concurrentiel aux États-Unis que au niveau justement de la
la force de frappe de ce pays pour envoyer des humains dans l'espace. Et alors le retour a lui aussi été reporté puisque la capsule avait quelques avaries, notamment une petite fuite. Voilà. Et comme on le sait dans l'espace, une petite fuite, parfois c'est un gros problème. Coucou Lucas Parmitano. Et donc eh bien, les astronautes vont rester un peu plus longtemps parce que le retour est prévu pour le 18 juin normalement. Ils vont faire quelques tests, mais au passage ils gagnent quand même des sorties extravéhiculaires parce qu'ils devraient sortir tous les deux pour aller réparer, tester et vérifier le module. Voilà, je sais pas si vous aviez suivi ça, ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est super, toutes ces avancées. Bon, alors après, moi, je suis assez axée IA, donc je vais revenir sur le sujet, mais Boeing a quand même développé un petit bijou de technologie. Cette capsule, elle a été pensée pour être totalement autonome et elle est capable de faire l'ensemble des manœuvres et tout ce qui est amarrage à l'ISS de façon autonome en utilisant du coup les caméras. Donc, c'est vraiment assez impressionnant. Et ce qui est aussi intéressant de noter, c'est qu'ils ont aussi rajouté l'option pour les astronautes de prendre le contrôle en fait sur toutes les phases en fait. Donc en fait c'est l'IA qui gère, mais en même temps l'humain peut choisir le niveau d'autonomie qu'il laisse. Hein. Ça c'est des sujets, peut-être qu'on y reviendra dessus, qui sont des grandes questions. Jusqu'à quelle autonomie on laisse dans le spatial et quand on a encore le contrôle et qu'on est à proximité de la Terre, parce que des fois on n'a pas le choix, mais quand on est à proximité, jusqu'où on laisse l'IA gérer. Donc ça c'est des choses assez sympas. C'est peut-être une forme de sécurité aussi pour les astronautes qui embarquent, de se dire juste on n'est pas dans une capsule tout à fait autonome qui va nous emmener on ne sait pas où, mais on a quand même la possibilité de reprendre la main. Et là je fais une petite référence à For All Mankind pour ceux qui auront vu, où ça a eu toute son importance aussi. Mais je pense que, comme tu l'évoquais, on n'en est pas encore arrivé à ce moment-là à la fois de maturité de l'IA et de confiance en l'IA, de dire on ne peut pas reprendre la main. Et c'est pas l'objectif parce que la capsule donc concurrente, tu l'as rapidement évoqué, donc Dragon de SpaceX, qui leur a mis une légère pilule en termes d'années parce que faut le rappeler, il y a plein de délais, mais Starliner devait décoller il y a 5 ans, 4 à 5 ans, donc ça fait beaucoup de fois qu'ils repoussent. Il y a eu très nombreux problèmes, vous pouvez trouver plein d'articles sur ça, mais ils ont fini par réussir et c'est une très bonne chose. Mais pareil, la capsule Dragon, c'est une capsule qui est beaucoup automatisée. Et une des critiques justement que font les astronautes qui décollent avec, c'est qu'ils ont la possibilité de reprendre la main, mais sans avoir l'habituel joystick, les commandes un peu à la module russe, donc à l'ancienne, mais qui sont très analogiques en fait. Et du coup, ils ont plutôt des écrans sur lesquels ils doivent demander avec des choses tactiles. Il y avait des retours comme quoi c'était pas aussi intuitif et facile à reprendre en main. Donc je pense que peut-être que là-dessus, Boeing, du fait de son retard, ce qui peut être un avantage sur certains points, a peut-être pu adapter aussi sa proposition. Je n'ai pas trop détaillé pour l'instant la manière dont fonctionne un petit peu le vol à l'intérieur de la capsule, mais c'est bien aussi qu'ils aient ce mix entre modernité via l'IA, via plein de fonctionnalités hyper importantes, mais aussi la possibilité de faire confiance en les personnes qui sont dans la capsule et qui sont astronautes, qui ont été formés à s'amarrer à l'ISS, etc. Et du coup, en cas de défaillance majeure, ce qui peut toujours arriver, il y a cette sécurité complémentaire. Et par contre, pour revenir sur ce que tu disais, c'est important. C'est vrai que le vol s'est quand même passé avec quelques frissons, hein, parce qu'ils ont failli pas décoller encore le jour où ça a réellement eu lieu. Et en plus, dans la phase de transit vers l'ISS, il y a eu, je crois, des réacteurs d'attitude, comme on appelle ça, c'est-à-dire des toutes petites poussées qui permettent d'orienter la capsule et de la faire arriver vraiment vers l'ISS. Il y en a un ou deux, je crois, qui ont été perdus. Et donc, ils ont failli ne pas avoir l'autorisation de se rapprocher de l'ISS au cas où ils ne pourraient plus contrôler la capsule et qui rentrerait littéralement dans la station spatiale. Donc bon, c'est quand même une mission réussie, même si le retour pour l'instant est un peu entre parenthèses. Mais c'est pour Boeing, sans re-rentrer dans tous les détails, c'est quand même une phase compliquée. Il va falloir qu'ils assurent en termes de fiabilité, parce que, encore une fois, leurs concurrents, avec tous les déboires qu'ils peuvent avoir, ont beaucoup mieux réussi leur première mission. Donc, c'est pas gagné, c'est une belle réussite et je suis très content que SpaceX ait un concurrent parce que c'est quand même très important dans ce milieu-là notamment. Mais voilà, j'attends de voir la suite quand même. Félicitations, mais avec encouragement, disons. Ouais, et si je peux juste rajouter quelque chose pour rebondir sur ce que tu disais, par rapport à l'entraînement des astronautes, Boeing, dans ce que j'ai pu lire, c'est volontaire en fait cette partie autonomie de la navette parce qu'ils mettent en avant le fait que ça permet de réduire l'entraînement des astronautes et la prise en main de la capsule, où du coup les astronautes doivent juste se focaliser sur quoi faire en cas de défaillance de l'autonomie ou si il y a quelque chose qui nécessite que l'humain reprenne la main. Donc du coup ils mettent en avant le fait que
l'entraînement est réduit et que du coup, ça permet d'aller plus vite et d'envoyer des gens plus facilement. C'est un argument que j'entends, mais je pense qu'il est important de pas, au fur et à mesure, tomber trop dans on peut réduire l'entraînement et envoyer parce que c'est autonome. Enfin, c'est un peu la vision, tu parlais de For All Mankind, mais d'autres films de ce type-là, qui sont certes de la science-fiction, mais qui peuvent parler très réellement 10, 15, 20 ans après, de dire on n'entraîne plus les personnes parce qu'on sait que c'est autonome et ça fonctionne. Le jour où ça ne fonctionne plus, il faut toujours avoir quelqu'un dans la mission qui a été formé, entre guillemets, à l'ancienne, si on peut dire. Mais je comprends, et c'est une très bonne chose que ça fasse gagner du temps sur le reste du planning des astronautes qui est extrêmement chargé. Mais je pense que voilà, il y a une petite phase de sécurité à garder, de se dire voilà, on est toujours capable de piloter en cas de besoin. Mais bon, mais c'est vrai que c'est une évolution quand même qui est moderne. Tout à fait. Je pense que c'est comme dans les avions, en fait. C'est le Complètement. même principe. Hein. Avec le pilote automatique, Mm. absolument. Bref, on a épilogué, excuse-moi mon cher Thomas. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Bah écoute, à ce moment-là, on peut peut-être enchaîner sur notre point Space Culture. Avec grand plaisir. Et on se retrouve tout de suite. Point Space Culture un peu particulier aujourd'hui, puisque je vous propose un petit tour de table. Alors l'idée, c'est que je vais vous citer 3 films où l'IA est présente d'une manière plus ou moins importante ou différente, et ça va nous permettre de faire un petit peu le lien entre ce qui peut se faire aujourd'hui, ce qui peut se faire plus tard, et ce qui fera une magnifique transition avec notre point d'échange ensuite. Alors pour ceux qui l'ont vu, Interstellar, vous avez des IA de type de TARS, je me souviens plus du nom de l'IA exactement, mais en gros c'est une espèce de... un gros poisson pané, une espèce de grand plateau très épais, qui fait à peu près 1m70, 80 de haut, qui peut faire des vannes, mais qui est aussi un super calculateur impressionnant, qui peut aussi sauver des vies et se déplacer dans l'espace. Bref, il est assez incroyable pour une espèce de machin composé de 4 bâtonnets. C'est une IA quand même surdéveloppée, qui vient aider les protagonistes tout au long du film et de l'histoire, et qui est presque, on pourrait penser, douée de conscience, douée d'intelligence. Ensuite, le film tant critiqué, mais j'aime bien ce personnage de Passengers avec Chris Pratt et Jennifer Lawrence, où ce sont 2 amants perdus dans l'espace qui vont apprendre à s'aimer et se détester. On retrouve Arthur, le 3e protagoniste, joué par... Le nom m'échappe, je suis désolé, mais un acteur très connu aussi. Eh bien, l'IA, c'est ce fameux 3e personnage qui fait office de serveur, de bartender du bar du vaisseau, qui va servir un petit peu de psychologue de comptoir à nos 2 personnages, qui va écouter leurs déboires, leurs tristesses, leurs débuts de dépression et leurs amours, qui va parfois gaffer, mais une IA finalement pas très utile au sens scientifique du terme, mais par contre d'un grand atout social. Enfin, Gravity, pour ceux qui l'ont vu, l'IA n'est pas omniprésente, ce sont finalement des ordinateurs qui calculent un petit peu ce que j'aurais tendance à comparer avec l'état de l'art dans lequel on est aujourd'hui, dans le spatial. Donc voilà, un petit peu les 3 références auxquelles je voulais faire. Bien sûr, il y en a un grand paquet, je pense qu'on en a tous autour de cette table. On pourrait citer Star Wars avec R2D2 et C3PO ou bien d'autres. Euh, Mais petite référence aussi, au moment où je vous parle, la NASA travaille actuellement sur un projet d'IA pour soutenir les astronautes dans leur mission spatiale. Alors une IA qui permettrait de justement pallier au temps de réponse qu'il peut y avoir justement entre la personne qui est dans l'espace et celle qui est sur la station Sol. Et cette IA aurait volonté aussi à pouvoir réfléchir et calculer entre guillemets très vite et avoir une voix, une capacité de réponse presque humaine pour ne pas perturber les astronautes. C'est une espèce de Siri mais en mieux. Voilà. Alors petit tour de table, Aurélie, Simon, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous avez vu ces films? Oui, non, c'est pas grave. Qu'est-ce que vous en avez pensé? Quel relais vous feriez avec la vie de tous les jours, le spatial de demain? C'est à vous l'antenne. Ce que tu viens de dire concernant l'ISS, avec une IA qui pourrait à la fois discuter avec les astronautes, leur conseiller des choses et faire des calculs, moi ça me fait un peu beaucoup penser quand même à l'IA de 2001 l'Odyssée de l'espace avec HAL. On sait ce que ça a pu donner en termes de pétage de câble, on peut le dire, de l'IA et d'impact sur la mission. Donc voilà, quand j'entends ça, moi, il y a quand même le côté science-fiction qui revient et je me dis, ça pourrait mal tourner. En l'occurrence, dans Interstellar, ça se passe très bien et Tars, parce qu'il y en a 2, je crois, Il y différents. a Tars et il y en a un autre, mais le J'ai nom oublié le m'échappe. nom, mais ce sont des personnages incroyables et
des héros finalement de cette mission-là. Dans le cadre un autre film que j'ai beaucoup aimé qui s'appelle Moon, là l'IA a exactement aussi ce rôle-là parce que c'est un personnage qui est tout seul sur la Lune et qui est du coup accompagné par une présence qui est une IA, qui est d'ailleurs jouée par Kevin Spacey dans le film, qu'on ne voit pas, donc on n'entend que sa voix robotique. Et je trouve que c'est vraiment intéressant de penser le côté accompagnement social aussi de l'IA, qui est vachement important. Alors après, à l'heure actuelle, dans la Station spatiale internationale, les astronautes ne sont jamais seuls, donc c'est pas la même problématique, mais pour autant, on peut avoir envie de discuter avec quelqu'un qui est en dehors de ton crew, ou entre guillemets, de ton équipe, parce que si on a un problème physique, par exemple, qui peut mettre en danger la mission, on n'a pas forcément tendance tout de suite à se confier à des gens qui pourraient faire un report, reporter cette information au sol, etc. Il y a plein de situations où je pense qu'on peut avoir besoin de discuter avec quelqu'un d'autre, à savoir est-ce que ça doit être une IA. Est-ce que ça peut pas être une personne au sol? Alors certes, comme tu le disais, il y a des problèmes de communication, il y a un temps de latence, un débit d'information qui est réduit, mais ça peut être une possibilité intéressante, je trouve, et sur des capacités de calcul, d'anticipation, etc. On sait que l'IA est largement, éminemment meilleure que l'esprit humain, mais pour autant, pour moi, ça doit, et comme je le disais tout à l'heure sur Starliner, ça doit rester une collaboration, et la science-fiction nous a prouvé que ça peut être quelque chose de très beau, de très efficace. Parfois aussi, il peut y avoir des risques. Et je pense qu'encore une fois, sans partir du fait que les films vont nous apprendre la manière de bien faire notre travail à l'avenir, je pense que les films peuvent nous montrer aussi des points d'attention à avoir, des directions intéressantes à explorer. Et moi, j'ai plutôt confiance dans cette implémentation de l'IA au fur et à mesure, mais elle ne doit pas se faire en remplaçant d'autres fonctionnalités qui existent déjà aujourd'hui, et notamment le lien humain qui dans le spatial est extrêmement important, mais en supplément. De ce point de vue-là, moi je la vois comme une opportunité de mieux faire et d'être plus efficace, d'être plus optimisé et de mieux accompagner les personnes qui sont là-haut et qui sont vulnérables. Donc très important d'avoir cette protection supplémentaire, j'ai envie de dire. Ouais, parce que comme tu le dis, moi je me rappelle qu'il y avait eu ce fameux débat lors de l'arrivée entre guillemets des voitures autonomes de Tesla et d'Elon Musk. Il y avait cette fameuse question de si la voiture doit prendre une décision entre sauver ses passagers ou sauver les 3 enfants qui traversent la route, qu'est-ce qu'elle va faire? Et c'est un peu la question que je me suis posée quand la NASA a annoncé ça. Je me suis dit, eh ben, imaginons qu'il y a un astronaute dehors, un astronaute dedans, il y a un problème avec la porte ou autre. L'IA va faire quoi? Elle va choisir de sauver qui? Et il faudrait pas que ça vienne bloquer justement. Alors c'est toujours des choses un peu issues de la science-fiction où Ouais, ou des cas forcément. extrêmes, mais c'est Voilà. important d'y penser. Mais c'est vrai que c'est forcément des questions. Moi qui suis un fan de science-fiction, justement, toujours des questions qui me viennent en tête. Je me dis, putain, et dans tel cas ou dans tel cas, qu'est-ce qui se passerait? Qu'est-ce qui ferait? Alors on n'en est pas encore à ce stade-là. Mais comme tu l'as dit, ouais, les films peuvent parfois aussi faire effet un peu d'appel, d'alerte, en mode attention, faut pas tomber là-dedans, faut pas tomber dans ci, donc c'est hyper intéressant. Mais toi justement Aurélie, ça peut être très intéressant d'avoir ton point de vue. Il y a différentes choses. Alors, ce que tu viens de dire, ça me fait penser à iRobot, où en fait, dedans, le robot a choisi de sauver le personnage principal, de sauver l'enfant. En fait, je dirais qu'il y a plusieurs choses. Le premier point, c'est que de plus en plus, les gens travaillent sur ce qu'on appelle l'explicabilité de l'IA. C'est comment on arrive à comprendre comment les algorithmes qu'il y a derrière le logiciel fonctionnent, sur quoi on se base pour qu'ils prennent des décisions et qui permettent en fait de mieux comprendre comment vont se faire les choses et de donner aussi des limites en fait jusqu'où l'IA peut aller. Par exemple, dans ce qu'on fait chez AICO, sur tout ce qui va être manœuvre autonome, donc comment les satellites peuvent se déplacer par exemple pour éviter une collision. On travaille aussi sur cette idée de jusqu'où on donne de la liberté et de laisser aux opérateurs la possibilité de choisir si c'est juste du maintien de la mise sur l'orbite, ça ok tu peux faire, si tu veux éviter un débris que tu te décales trop, ça on veut pouvoir donner notre avis. Donc il y a des choses sur lesquelles on peut travailler. Et pour revenir sur la partie exploration et lien avec l'humain, à un moment donné, il y a quelque temps j'avais lu quelque chose qui disait que sur les explorations longue distance, comme aller sur Mars par exemple, pour l'esprit humain, c'est un peu comme à l'époque quand ils prenaient le bateau et qui voyaient plus la Terre en fait, et qu'il y avait des mutineries sur les bateaux parce qu'en fait les gens craquaient complètement parce qu'en fait ils voyaient plus la Terre et ils savaient plus où ils allaient, et ils disaient que sur un vol par exemple pour aller sur Mars, à un moment donné ils vont plus voir la planète Terre en fait, et du coup il va y avoir ce moment où l'humain le cerveau humain risque de paniquer en se disant je suis perdu au milieu de rien. C'est un peu le cas de le dire.
Et du coup, peut-être qu'effectivement, avoir quelqu'un avec qui discuter, parce que quand on arrive aussi sur Mars, on peut se dire qu'en fonction de la position de Mars par rapport à la Terre, il peut y avoir jusqu'à 20 minutes de communication. Donc pendant 20 minutes, quand on commence à paniquer, ça peut être long si on n'a personne avec qui parler. Donc avoir peut-être une IA qui a des réponses pré-enregistrées ou qui est capable d'avoir une discussion au moins pour calmer la personne le temps que la communication avec la Terre puisse se faire. Peut-être qu'il peut y avoir un intérêt, mais c'est vrai que c'est des sujets qui sont compliqués. Ouais, mais tu as parfaitement raison parce que le voyage martien, et c'est un point que tu as évoqué, aucun humain pour l'instant n'a quitté assez loin la Terre pour ne plus la voir. Mais dans le cas du voyage martien, ça arrivera et c'est une vraie problématique psychologique, déjà, enfin technique bien entendu, mais psychologique aussi. On essaie d'anticiper les besoins des gens et c'est vrai que de l'IA conversationnelle ou en tout cas même de l'IA qui permettrait d'alléger les tâches des humains durant une phase pour éventuellement qu'ils puissent se reposer et autres, c'est vachement intéressant. Et le point de vue que tu évoquais dans la situation très compliquée de, imaginons, on a deux personnes dans un sas et de l'autre dehors et comment on sauve, là c'est aussi la question de la rationalité froide de l'ordinateur et de l'IA qui devrait être modulée. Enfin, c'est plein de questions éthiques qu'on se pose et qu'on s'est déjà posées dans d'autres cas avant dans l'humanité, mais là avec l'IA, il faut qu'on puisse lui donner des règles et lui donner une sorte de cahier des charges à suivre pour prendre une décision si elle est en mesure de la prendre. Donc je pense qu'il y a plein de métiers et de domaines de recherche, parce qu'on parlait de recherche sur ton portrait, qui doivent collaborer et qui collaborent déjà à l'heure actuelle pour essayer de trouver les meilleures manières de faire de l'IA, à la fois de manière efficace, optimisée, mais aussi et surtout éthique et qui s'intègre bien dans nos fonctionnements actuels. Donc je pense qu'on va avoir l'occasion d'en reparler. En fait, je sais pas si tu voulais rajouter quelque chose sur l'aspect Non, culturel. parce que je déborderai trop. En fait, j'ai plein de questions à poser sur notre seconde partie d'échange, dont une qui me tient à cœur. Donc, je pense qu'on peut passer à la suite si ça te va, On peut mon bon enchaîner Simon. et du coup, vu que tu as plein de questions, je te laisse poser la première. Alors, comme tu l'as dit, Aurélie, vous travaillez sur l'IA du spatial. C'est quand même un milieu qui, pour l'instant, est assez unique, au sens où c'est vrai qu'on a beaucoup d'entreprises qui sont spécialisées, alors soit sur des lanceurs, soit sur des morceaux de fusée ou des morceaux de satellites. Avant d'attaquer sur plein d'autres choses, moi j'aimerais savoir un petit peu comment vous répondez-vous chez Aiko à tous les sceptiques de l'IA. À tous ces gens justement qui, la première chose à laquelle ils pensent, c'est un petit peu ce qu'on a évoqué, mais voilà, l'IA, ça peut prendre une mauvaise décision et tuer un homme au lieu d'en tuer deux, un homme avec un grand H. L'IA, ça peut se gourer, c'est pas prévu. Voilà. Comment est-ce que justement, quels sont vos discours pour répondre à tous les gens qui sont sceptiques? Il y a différentes choses. Alors déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'IA, quand on dit IA, en fait, le logiciel, il n'est pas forcément programmé pour faire ce qu'il a envie, en fait. Par exemple, si on prend l'exemple d'un produit qui s'appelle Orbital Oliver, qui est un logiciel bord, son objectif, en fait, c'est d'optimiser la mission. C'est-à-dire quand est-ce que le satellite va devoir se recharger, quand est-ce qu'il va prendre la photo. Donc, de façon générale, c'est le sol qui fait le programme. Donc, on imagine une mission d'observation de la Terre. Les opérateurs au sol font le planning des différentes tâches. Ils envoient ça au satellite. Et derrière, en fait, notre logiciel, grâce à l'IA, il va prendre en compte l'état de santé du satellite, le moment où est-ce qu'il est assez chargé, quand est-ce qu'il va passer à proximité du Soleil, quand est-ce qu'il va... C'est le moment de passer au-dessus de la zone à prendre en photo, quand est-ce que la batterie a besoin d'être chargée, ça j'ai déjà dit, mais quand est-ce qu'il y a trop de photos qui sont prises et qu'il faut décharger la mémoire, etc. Et comment on optimise tout ça en fonction de la santé du satellite et du moment où on est sur l'orbite, en fait. Donc, il va juste avoir de l'optimisation et juste réorganisation des tâches pour que la mission soit plus optimisée et qu'on prenne le plus de photos au bon moment pour le client. Donc en fait, on n'est pas en train de révolutionner ce qui se fait à bord, mais c'est juste la prise en compte des différentes conditions et optimisation. Ça c'est de l'IA. C'est vraiment un soutien pour les opérateurs qui sont au sol, justement, qui vont avoir besoin d'infos qu'ils n'auront pas forcément aussi rapidement que s'ils le faisaient seuls ou autre. Exactement. Et sur le segment sol, tu peux avoir la même chose quand tu fais de l'analyse prédictive, quand tu récupères l'ensemble des données du satellite et que tu regardes quand est-ce qu'il y a eu une petite anomalie qui s'est passée. Il y a des choses qui, à l'œil humain, sont détectables, mais si tu passes des heures et des heures et des heures à tout analyser. Et des choses, en fait, où l'IA, elle est entraînée pour détecter la petite anomalie, la petite chose qui, potentiellement, dans 2 jours, 2 mois, va déclencher un problème au niveau du satellite. Donc, c'est sur ces choses-là que ça intervient. Et donc, des fois, quand on pense IA, on pense directement à la prise de pouvoir par l'ordinateur, mais il y a des intermédiaires, en fait. Et moi, j'aurais une double question, mais je vais commencer par la première. C'est
Les clients, quand ils viennent vous voir, quelle est la demande la plus ordinaire, la plus classique qu'ils vous font? C'est justement de l'optimisation? C'est en amont mieux penser le développement de leur système bord ou leur système sol? Qu'est-ce qui est en général un petit peu le point d'entrée des clients auprès d'Aiko? Alors, je dirais que ce qui est drôle, c'est qu'en fait, c'est plutôt nous qui allons voir les gens pour leur expliquer ce qui existe. Parce qu'il faut savoir que le secteur spatial a pendant longtemps été très focalisé sur le hardware. Parce que l'objectif, c'était d'arriver à faire un satellite qui dure longtemps dans l'espace, qui résiste à toutes les conditions extrêmes au niveau spatial, et que la partie software est un peu, a été un peu laissée de côté. C'est maintenant que les choses commencent à évoluer, parce qu'aussi, on commence à avoir des constellations, des méga-constellations, et que demain, on ne pourra plus gérer les satellites comme on les gérait hier. Donc, c'est nous qui allons voir les gens plutôt en leur disant, bon, mais ok, vous faites ça comme ça jusqu'à présent, mais est-ce que vous savez que si on fait ça, en fait, vous allez réussir à optimiser votre mission, vous allez gagner du temps, vous allez réduire le temps que les opérateurs vont passer sur des missions récurrentes où il n'y a pas d'intérêt, mais par contre, du coup, si pendant qu'il ne fait plus ça, votre opérateur, il peut se focaliser pour optimiser la mission pour votre client, pour lui faire gagner de l'argent. Donc, c'est un peu dans l'autre sens que ça marche pour réussir à montrer aux gens, en fait, les intérêts et les avantages, en fait. Et deuxième question qui va un peu de pair, c'est est-ce que vous avez déjà eu une demande en approchant un client ou qui vous a approché un peu différente des autres, enfin un peu surprenante à laquelle vous avez essayé ou vous avez réussi à répondre et quelle serait-elle une demande un peu atypique, un besoin un peu atypique? Alors là, comme ça, j'ai rien qui me vient en tête. Le secteur du spatial est quand même pas un secteur. On a beau être très innovant, on aime bien quand même rester dans les cases. Et donc les demandes très atypiques. Ce qui va changer, c'est plutôt la mission. Où pour l'instant, on est vraiment sur des choses relativement classiques. On fait l'opération des satellites, donc il n'y a pas non plus de Vous n'avez pas eu de choses demande sur grandioses. du plus long terme, sur des développement même prospectifs hein, qui sont plutôt dans le domaine de la recherche, est-ce que ce serait possible d'aller là, par exemple, pour le futur? Ça, pour l'instant, est-ce que vous le faites, des développements beaucoup plus long terme? Alors, on a travaillé sur comment optimiser l'alunissage de certains rovers, par exemple, sur ces sujets-là. Donc après, c'est des sujets qu'on a envie d'explorer, mais sur lesquels on n'est pas très grand, on est une quarantaine. On ne peut pas non plus trop se focaliser parce que c'est des sujets qui sont plus pour des laboratoires de recherche, parce que derrière, il n'y a pas forcément de business qui va arriver assez vite. Donc quand on n'est pas une start-up, il faut quand même qu'on arrive à développer des produits qu'on peut vendre. Donc, c'est des sujets qui vont plus aller sur la partie recherche. Je rebondis rapidement, après je te laisse la parole, mon cher Thomas. Je sais que tu as plein de questions, mais tu t'as parlé de laboratoires de recherche. Quels sont vos liens aujourd'hui? Est-ce que vous collaborez avec des laboratoires de recherche? Est-ce que vous avez des collaborations futures ou est-ce que vous êtes une partie de vos ingénieurs et de vos chercheurs, enfin je ne sais pas si quel type de personnel vous avez, vient de laboratoires de recherche, enfin viennent de laboratoires de recherche? Alors, on a beaucoup de collaborations en Italie avec des instituts comme Politecnico di Milano ou de Torino. À Toulouse, on a commencé des discussions avec l'ONERA et on travaille beaucoup avec l'ISAE. On a d'ailleurs un sujet de thèse qui va être cofinancé par le CNES sur tout ce qui va être désorbitation autonome des satellites, comment on gère à la fin de vie du satellite, comment on gère aussi la désorbitation et on évite les collisions pendant qu'on désorbite le satellite, et comment on fait quand le satellite, tout d'un coup, il a un problème et qu'il faut gérer cette partie-là. Donc, c'est un sujet de recherche qui va être assez sympa, qu'on va gérer avec le CNES. C'est génial, ça fait une transition mais absolument lissée, parfaite pour Comme ma si c'était prochaine prévu. question. Ah non, mais on dirait qu'on a organisé ça au millimétré. Justement, comment l'IA, elle peut intervenir dans ce sujet qui est majeur aujourd'hui dans le spatial, que sont les débris spatiaux, qui est la pollution de l'espace? C'est quoi un peu les applications envisagées pour l'instant? Comment est-ce que toi tu le perçois, l'IA, dans les débris? Disons que c'est pas un sujet facile, c'est pas un sujet sur lequel on est vraiment prêt en Europe. C'est un sujet qui commence à être plus mature côté États-Unis, comme d'habitude. Sur la partie, c'est tout ce qui est traffic management, tout ce qui va être manœuvre autonome. Donc, c'est des sujets qu'on a commencé à étudier côté Aiko France. C'est comment on peut prendre en compte, donc du coup, au sol, il faut qu'on ait des gens qui surveillent l'espace. Donc, en France, on a Aldoria ou Loop Space qui font ça. Et comment, en fait, on peut prendre ces inputs-là pour les monter sur le satellite et pouvoir gérer une manœuvre. Donc, la question, à l'heure actuelle, c'est a-t-on vraiment besoin que cette manœuvre soit autonome? Ou est-ce qu'on a le temps de gérer la manœuvre depuis le sol?
Donc ça, c'est des grandes questions. Après, on sait que Starlink gère ses manœuvres de façon autonome. En fait, ils prennent les inputs d'entreprises américaines qui font qui gèrent les conjonctions, qui font les annonces, ok, là, il y a tel risque, et à partir de là, en fait, ils font bouger leurs satellites de façon autonome, en fait. Parce que aussi, ils ont une constellation gigantesque, et que, voilà, à un moment donné, ça va être des sujets sur lesquels il va falloir qu'on se penche côté France, côté Europe, comment on arrive à gérer cette autonomie dans la C'est gestion. déjà quelque chose, justement, tu citais les laboratoires toulousains avec lesquels vous collaborez au sein du LAS, qui est aussi un autre laboratoire toulousain qui fait de l'IA. Deux chercheurs et une chercheuse, enfin un chercheur et une chercheuse ont justement développé un algorithme et travaillent sur un algorithme qui, je crois, est utilisé par le CNES à l'heure actuelle pour anticiper au mieux les potentielles collisions et gérer le trafic de la manière la plus fluide possible, parce que le but, ce serait pas de faire changer un satellite d'orbite 1000 fois, parce que en changeant d'orbite, il met potentiellement un autre satellite en danger. Donc c'est d'essayer de cartographier à l'avance tout ce qui va se passer avec les débris connus, parce que des débris, on en a beaucoup parlé, mais il y en a de différentes tailles, il y en a des millions si on va sur des petites tailles qui sont très dangereuses pour autant. Donc voilà, c'est des développements dans les laboratoires de recherche qui existent déjà, mais qui n'ont pas la force de frappe entre guillemets que vous avez dans l'applicatif. Donc c'est pour ça que je te posais la question tout à l'heure du lien avec la recherche, c'est parce que vous êtes aussi vraiment dans l'applicatif auprès de vrais clients, là où eux, ils travaillent avec des vrais clients, en l'occurrence le CNES, hein, mais ils ont peut-être moins cette diversité de dire on va aller diffuser, parler à tous les acteurs possibles. Et comme tu le disais, vous démarchez. Et ça, comment vous ciblez un petit peu ces acteurs à démarcher par leur projet futur ou par leur ambition Est-ce que vous démarchez déjà aussi des secteurs des entreprises qui ne sont pas encore dans le secteur spatial à l'heure actuelle? Alors pour l'instant, non, on n'a pas encore choisi de se diversifier sur d'autres verticales. Ce qu'on fait sur tous nos projets, nos produits sur la partie autonomie pourraient très bien être utilisés sur des véhicules terrestres ou sur les drones, mais ça demande quelques adaptations. Donc pour l'instant, c'est pas encore à l'ordre du jour, la diversification. Ça le sera peut-être à un moment donné, mais pas encore. Après, par exemple, LAS, on connaît bien l'équipe à laquelle tu fais référence. En fait, on a déjà un peu joué avec leurs algos qui sont à dispo. Après, là, à l'heure actuelle, on a commencé à nouer des partenariats avec plusieurs entreprises où on commence à étudier ces sujets-là et où on commence à voir quelles seraient les différentes étapes à mettre en place pour pouvoir arriver à gérer de façon autonome l'évitement de collision, le maintien à poste, parce qu'il faut aussi prendre en compte que bouger un satellite, ça a des conséquences, parce que quand tu le bouges, si c'est pas le bon moment, tu utilises du carburant, et donc quand tu utilises du carburant, tu réduis la durée de vie du satellite. Donc il y a plusieurs choses à prendre en compte, et il y a aussi le fait que quand tu bouges, si c'est juste pour éviter un débris, ça va, parce que le débris il a une trajectoire donnée, mais si tu as un autre satellite en face, à un moment donné, il faut se décider qui va bouger, ou qui bouge pas, et donc là ça demande aussi la coordination des opérateurs, et là c'est pas si simple, parce qu'il n'y a pas de loi internationale qui gère le spatial, en fait. Donc il y a des choses qui commencent en France, on a une loi des opérations spatiales, il y a des choses qui émergent côté européen, mais côté international, il n'y en a pas. Donc il y a tout un tas de choses qui doivent se mettre en place sur ces sujets-là. On en a beaucoup parlé dans l'émission, et puis c'est vraiment la situation du tu croises quelqu'un dans la rue, tu veux t'éviter, tu tournes à gauche, mais lui aussi tourne à gauche. Enfin, donc ça arrive aussi dans le domaine spatial, faut croire, et on en a beaucoup parlé sur le domaine du droit international, et c'est très compliqué. À l'heure actuelle, imaginons un satellite russe qui rencontre un satellite européen ou américain, comment ils discutent entre eux, qui prend la priorité ou qui laisse la priorité. Enfin, c'est des questions du coup éminemment juridiques sur lesquelles vous êtes aussi impacté et sur lesquelles vous avez aussi, je suppose, une veille importante pour savoir ce qui se fait à l'heure actuelle et ce qui pourra se faire à l'avenir, parce qu'il ne faut pas que vous développiez des choses qui ne seront inapplicables dans 5 ans, par exemple. Exactement. Mais c'est pour ça qu'on essaye de travailler au maximum avec le CNES et avec les équipes qui travaillent sur la loi LOS, parce qu'en fait, c'est eux aussi qui font les règles, en fait, et qui poussent, parce que la France est vraiment pionnier dans ces sujets-là, en fait. Donc. Est-ce que tu peux nous résumer, pour les auditeurs et auditrices qui nous écoutent, la loi LOS, enfin le projet de loi? Alors, la loi LOS, c'est la loi des opérations spatiales. Donc, il y a déjà une première version qui existe en France. Et en fait, ça gère toutes les différentes contraintes que les opérateurs doivent prendre en compte pour tout ce qui est la durabilité de l'espace globalement. Donc, je ne saurais pas détailler les différentes contraintes. Mais vraiment, le but, c'est comment on maintient notre espace propre et comment on fait en sorte qu'il le reste, globalement. Et alors du coup, moi j'ai une question qu'on a un peu évoquée dans le portrait et qu'on a un peu évoquée par le point Space Culture, c'est, alors de ce que tu peux nous en dire bien sûr, parce qu'il y a des choses qui bien sûr ne sont pas encore bonnes à révéler j'imagine, mais
Comment vous imaginez justement l'IA dans le spatial, peut-être dans les prochaines années, avec les évolutions technologiques de tous les côtés, dans 10, dans 15, dans peut-être 20 ans? Comment vous le voyez? Alors, c'est compliqué, donc 20 ans, je ne sais pas. Dans les prochaines années, pour sûr, avec le développement des constellations, c'est des sujets qui vont devenir vraiment cruciaux, d'être capable d'amener plus d'autonomie dans la gestion des satellites, pour optimiser les missions principalement, pour gérer tout le flux de données, donc que ce soit au segment sol ou au segment bord, ça va devenir important et ça va devenir essentiel. Et on le voit côté américain, il y a vraiment déjà des choses qui se font. Donc ça va être important. C'est important qu'en France et en Europe, on se pose les bonnes questions maintenant pour pas qu'on rate le virage comme on a pu le faire sur d'autres sujets. Et tu penses que justement ces évolutions au niveau de l'IA spatiale vont avoir un impact fort sur le quotidien, comme beaucoup de tech spatiales ont pu émerger sur l'aspect civil? Est-ce que tu penses que ça va avoir des retombées Alors ça, je ne sais pas. C'est une très bonne question. C'est vrai que souvent, ce qui est développé pour le secteur spatial a des conséquences et après peut être utilisé dans la vie de tous les jours. Disons que tout ce qui est développé en termes d'autonomie, quand on voit ce qui se passe sur l'utilisation des rovers, quand on voit Curiosity, Perseverance, il y a énormément de choses qui peuvent ensuite être réutilisées sur les voitures. Si un jour on a des voitures autonomes, peut-être que ça passera par tout ce qui a été développé sur ce sujet-là. Donc pourquoi pas? Et justement, enfin, moi, pour poser ma dernière question, est-ce que à l'heure actuelle, vous voyez collaborer? Tu as parlé de Curiosity, Perseverance, il y aura d'autres rovers martiens, lunaires. Est-ce que vous voyez collaborer avec des projets d'aussi grande ampleur, donc à ce moment-là avec des agences? En tout cas, on le pense dans le système actuel. Est-ce que c'est des contrats que vous pourriez être amené à honorer ou que vous souhaiteriez honorer sur des gros projets, sur des années, voire des dizaines d'années de développement? Est-ce que c'est une possibilité dans votre fonctionnement actuel? Alors oui, en fait, on travaille déjà beaucoup avec l'Agence spatiale italienne et l'Agence spatiale européenne. On travaille aussi avec des grands noms du spatial comme Thales, Telespazio, avec qui on a l'habitude de collaborer et où on apporte des briques technologiques sur certains programmes, en fait. Donc oui, pour sûr, parce qu'il y a des technologies qu'on a développées qui sont à la pointe de la technologie et qui peuvent apporter une plus-value sur des gros projets comme ça. Donc, Et du coup, une dernière question, si tu avais un projet ou une techno spécifique dont tu serais la plus fière, toi, je te demande pas au nom de l'entreprise, mais toi, dont tu as connaissance, sur laquelle tu as éventuellement collaboré de plus près, laquelle tu citerais? alors, je suis pas Tu dans peux prendre le temps de la l'entreprise. réflexion, mais Je suis pas dans l'entreprise depuis très longtemps, donc non, mais pour sûr, l'exploration, c'est quand même quelque chose de magique. Si un jour on voit un rover se poser sur Mars et que dessus il y a les algorithmes d'AICO qui permettent l'atterrissage du rover, enfin, ou la marcissage, je sais plus comment on dit. Alors là, pour sûr, c'est sûr, on serait super fiers de pouvoir dire, bon, mais voilà, on a participé à ça, parce que c'est sympa de gérer les satellites, c'est important. Mais c'est vrai que l'exploration spatiale, ça reste toujours magique. donc on sait où Aiko va aller dans les prochaines années parce que voilà, leur chef a décidé de la direction. En tout cas, je voulais vous remercier. Je vais vous laisser la parole, mais merci beaucoup Thomas d'avoir été avec nous ce soir et d'avoir organisé cette émission encore une fois d'une main de maître. Et merci beaucoup Aurélie d'avoir dû t'être prêtée au jeu. J'espère que ça t'aura plu. Écoute, je laisse la parole à Thomas avant de te laisser le mot de la fin, mais mon cher Thomas. Non, mais merci beaucoup Aurélie de nous avoir apporté justement tous ces éclairages sur un sujet qui est majeur dans nos sociétés aujourd'hui et qui est en train de le devenir pour le spatial. C'est hyper intéressant de se rendre compte qu'aujourd'hui l'IA dans le spatial, non, ce n'est pas Terminator qui revient 30 ans avant pour chercher John Connor, mais qu'on est voilà, sur des soutiens, du satellite, peut-être des missions d'exploration spatiale, donc c'est passionnant. J'aurais encore des dizaines de questions à te poser, mais en tout cas, voilà, un grand merci de ta présence avec nous. Encore, merci beaucoup pour l'invitation. Je souhaite une longue vie à ce podcast et merci de prendre le temps de faire ça c'est très important de vulgariser tout ce qui se fait dans le secteur spatial. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour changer, cette fois-ci exceptionnellement, en présence de l'artiste de notre générique. Et pour faire un petit clin d'œil, il est avec nous aujourd'hui dans le studio. On va se repasser le générique en fin d'émission, donc je me fais un message au moi du futur pour le montage. Pense à repasser le générique. Mais voilà, donc on a la personne avec nous qui l'a créé, donc vous pouvez l'écouter avec encore plus d'attention. Et on se retrouve pour un prochain podcast très bientôt. Et continuez à écouter de la musique et des podcasts sur Good Morning Toulouse. Et à très bientôt.